Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler aujourd'hui des syntaxes, de la syntaxe du template VJS, comme nous avons vu la dernière fois. Alors ici, j'ai un petit composant ici, notre composant principal, app. Nous avons donc la partie template. Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment écrire la partie script à ce niveau-là. Donc nous n'avons pas à y revenir dessus aujourd'hui, et puis nous allons donc nous concentrer sur la partie template ici. Comment écrire ici, comment écrire notre partie HTML, comment faire en sorte que lier la partie script que nous avons ici à notre document ici. Alors comme nous avons vu dans la vidéo précédente, nous allons utiliser plutôt ici, disons, l'option, l'API option. Donc on n'a pas besoin de faire le setup. Et puis on fera un petit changement rapide juste pour illustrer la partie composition API. Alors ici donc je vais commencer par export default. Je peux faire ça rapidement et puis on aura donc une partie data qui sera donc une fonction qui retourne un objet. Donc on a ici notre message ici, disons. Message hello world. Donc si je refais ça, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, ici alors la syntaxe ici, elle s'appelle la syntaxe moustache en quelque sorte. Ça a été repris depuis mini framework, mini template engine en fait. Donc c'est les doubles crochets. Donc nous avons affiché ici le message au niveau du navigateur. Donc nous avons ici, juste pour rajouter un petit texte ici, nous avons ce même message. Alors pour afficher du contenu, il suffit donc juste de mettre une expression à l'intérieur de ces crochets. Donc nous pouvons écrire une expression JavaScript, notamment un string ici. On peut rajouter, faire quelque chose comme ceci, hello. Donc on a le hello. Puis nous pouvons également faire des concaténations, hello, espace, plus message par exemple. Donc nous avons ici ça n'a aucun sens, mais bon, ça permet juste d'illustrer le propos. Donc il faut absolument que ce soit une expression et non une instruction. Alors la différence, c'est que une instruction, par exemple, ça peut être une affectation d'une variable, ça c'est une instruction en fait. Donc ça ne retourne pas vraiment une valeur, même si ça c'est évalué en quelque sorte à 1 en général. Mais donc c'est une expression qui retourne quelque chose, pas juste une affectation ou une boucle ou un if, quelque chose comme ça. Donc il faut absolument que ce soit une instruction qui retourne une valeur. Comme nous avons dans ce cas-là un message, on peut juste donner un message. Et puis également on peut faire en sorte que nous pouvons également avoir des conditions. Par exemple, supposons que nous ayons si par exemple le nom il est défini, supposons, je vais rajouter ici juste un name, supposons, name par exemple, et puis celui-là il peut être à nul également, supposons pour le moment il est à nul, et donc ce que je peux faire ici, si name il est défini, bah d'afficher message, sinon d'afficher hello name par exemple, si le nom il est défini. Donc je vais rajouter cette syntaxe là, le string template, voilà, j'enlève ça. Donc ça c'est une expression, et puis si le name il n'est pas défini, donc on affiche le message par défaut, supposons quelque chose comme ceci. Donc on voit bien que là il nous affiche la deuxième partie ici, le deuxième bloc ici qui est le message ici. Donc par contre si je mets ici mon nom, il va afficher le Mokhtar. Donc il n'y a pas besoin de changer. Là aussi, parce que le string vide il est évalué à false. Donc il faut absolument que ce soit une instruction à ce niveau-là. Et puis maintenant, si nous avons des données qui viennent d'une API, supposons que nous faisons un fetch depuis une page ici au niveau de la partie méthode, comme nous avons vu ici, disons nous avons une fetch quelque chose ici. Et que supposons que nous récupérons des datas depuis une partie, depuis sur internet quoi. Et puis donc pour récupérer ces datas là, supposons que c'est une page ou un bloc HTML, donc il faut faire attention. Cette partie là, ça c'était juste pour illustrer l'exemple. Si nous mettons par exemple ici une partie HTML, elle n'est pas vraiment interprétée. Par exemple si je fais Mokhtar ici,
bien sûr qu'elle est définie, mais sauf qu'elle sera affichée de cette façon-là. Alors, il faut faire attention à cette écriture-là parce que ça peut induire à des injections XSS. Donc, cette partie-là, elle est échappée. Si nous voulons vraiment utiliser cette partie-là en HTML, supposons que nous voulons injecter un bloc HTML dans notre code, ce qu'il faudrait faire plutôt, supposons que je vais enlever cet exemple-là, je vais mettre ici HTML ou name tout court. Alors, je peux laisser l'exemple, supposons. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je peux faire deux blocs, if, par exemple, if, ici, donc name, ça c'est une instruction qui permet de définir cela, et de faire également un test ici, si le name il est défini, donc d'afficher ce qu'on affiche ici. Sauf que, à partir de là, alors, je vais refaire ici un autre H1 pour le else. On va simplifier tout à l'heure. On peut également afficher ici le message par défaut. Donc voilà, on a les deux parties maintenant qu'on a mis en deux blocs, supposons. On peut également les mettre dans un seul bloc. Donc ici, je peux faire donc ce qui était à cet endroit-là. Je peux donc mettre la partie string ici comme ceci. J'ai pas besoin de mettre dans le string template vu que je peux l'afficher directement. Donc ça ne change pas à notre exemple de tout à l'heure. C'est exactement la même écriture. Donc ça me dit ici if si le name il est défini, de nous afficher cette partie-là, sinon d'afficher le message. Donc voilà, nous avons ceci. Et également, hello ça, alors là il y a velse plutôt, c'est pas else, c'est velse. Voilà, donc ça nous affiche juste le nom. Maintenant, si nous voulons injecter cette partie-là, le name ici, qui est un code HTML, supposons que nous allons faire juste un strong pour la partie visuelle, ça sera simple. Il faudrait donc mettre ici, par exemple, celui-là, si on veut l'afficher, on peut le mettre soit ici, ou HTML à cet endroit-là, et puis mettre donc le contenu ici à hello, plus maintenant le nom. Donc on n'aura plus besoin du contenu ici, ça va prendre la partie HTML de ça. Donc si je reviens ici, on voit bien que notre nom il est là. Je vais mettre juste un exemple entre les deux. Je reviens. Donc on a bien l'exemple, et puis si je passe sur l'inspecteur ici, nous avons donc notre Mokhtar qui est mis en strong ici, comme on peut le voir sur l'inspecteur à cet endroit-là. Donc il faut faire attention à cette partie-là, vu que c'est quelque chose, c'est du HTML qu'on affiche directement. Ça peut induire, supposons qu'on donne un formulaire d'utilisation, un formulaire à un utilisateur, et puis il saisit un code JavaScript ou un code malveillant qui permet donc d'injecter une page. Si on l'affiche et qu'on n'échappe pas, ça risque d'induire à des erreurs ou à des failles de sécurité sur notre site web. Donc il faut faire attention à cet endroit-là. Et puis donc dans certains cas, on a besoin d'afficher cette partie HTML. Donc c'est une alternative. Donc Vue.js par défaut, il nous gère ça. Maintenant, si nous voulons également, donc on a vu ici les if et les else, ça permet vraiment de faire des conditions. Supposons que si une variable est définie ou une condition elle est à true, d'afficher un bloc et puis faire en sorte que c'est là. Faire en sorte d'afficher par un bloc de validation des conditions. Maintenant, ce qu'on peut voir également, c'est les méthodes. Ici, par exemple, nous pouvons dire, alors j'ai ici, disposons full name, supposons, this name, supposons que je retourne juste un string ici, on va pas complexifier l'exemple. Supposons que je retourne ceci comme le full name. Ok, alors là, ce que je peux faire, on va garder juste un. On a vu le vif et le velse. Je peux également afficher ceci. Donc ça me retourne. Donc ça c'est le full name, c'est la méthode qui est là. On peut l'afficher depuis le template également. Ça m'affichera donc le nom également. Ce qu'on peut également faire, comme on a vu dans la vidéo précédente, c'est les computed également. Les computed également, on peut les utiliser.
Donc ça, les computed, par contre, ils sont considérés comme étant des propriétés. C'est comme des propriétés virtuelles en quelque sorte. Donc il faut enlever la méthode qui est nommée de cette façon-là pour éviter la collision entre les deux. Et puis si on rafraîchit, ça donne exactement la même chose. Donc on peut afficher dans notre template de plusieurs façons. Donc comme on l'a vu, on peut afficher les variables, on peut afficher les méthodes, on peut afficher également les computed. Et puis pour échapper une partie HTML qu'on voudrait afficher, par exemple le name ici, on a vu que si on fait ceci, il va nous afficher le code exactement parce qu'il va l'échapper ici, il va l'échapper. Mais par contre, si on fait un VHTML à cet endroit-là et puis on donne le name, il va donc remplacer ça dans le corps de la fonction. Il va mettre le code HTML directement. Donc, comme on l'a écrit ici, on voit bien le string. Alors, ce qu'il faut savoir également, on sait que les balises HTML ont également des attributs. Supposons que ici on a par exemple je sais pas, un lien par exemple. Je vais garder le H1. On va garder quand même le hello world. Et puis, supposons que nous ayons ici un lien. Ça, c'est un attribut, comme qu'il y a une valeur. On peut également le binder ici, donc le donner à une valeur ici qui est là. Donc si je mets ici link, par exemple google.com, je peux également donner ce lien-là. Maintenant, pour le nommer, pour donner le lien à cet attribut ici, on ne peut pas le mettre directement à la syntaxe ici, c'est différent. Il faut faire un vbind comme ceci et faire maintenant le link à l'intérieur. Link to Google. Voilà, on voit bien ici le lien. Donc, ça nous ramène à Google. Voilà. Donc, ça, c'est le style par défaut qui fait ça, mais bon, on s'en occupe pas pour le moment. Et puis également, la syntaxe courte à cela, c'est d'enlever le vbind ici et de laisser uniquement les deux points ici, ref, ça. Donc, si je rafraîchis ici, on a bien la même chose. Voilà. Et donc, il y a certains attributs, supposons des attributs qui n'ont pas besoin, des attributs booléens. Supposons que nous ayons, par exemple, parfois il peut arriver que nous ayons dans un input, par exemple, que nous ayons ici disabled. Ici, ça c'est un attribut par défaut, c'est un attribut booléen qui est juste checké en présence de quelque chose. Donc, si je viens ici. Donc là, il est disabled. Là, je suis en train de cliquer, mais il est disabled. Donc j'enlève ça juste pour éviter d'encombrer. Et puis pour enlever, donc là, on voit bien que là, je peux rien saisir. Par contre, si je l'enlève, je peux saisir quelque chose. Et si je le remets, je n'arrive plus à saisir. Donc, on voit bien qu'il est désactivé. Alors, en Vue.js, il peut arriver parfois qu'on veut dynamiser également des attributs comme ceci. Donc, le but, c'est de mettre ici un vbind également et de mettre ici une valeur true ou false, quelque chose comme ça par exemple, si je mets false, on voit bien qu'on peut saisir. Si on regarde dans le code source ici, nous avons bien la partie... alors, je vais juste remettre ici, il n'est pas bien fait. Et bind disabled. Si je rafraîchis, il est à false. Si je reviens donc au niveau du DOM ici, on voit bien que l'attribut n'y est pas, ici, à cet endroit-là. Et puis, donc, si je le mets à true, il va enlever la valeur, et la valeur que j'ai attribuée ici à true, il va laisser que l'attribut ici. Alors également, on peut également raccourcir cette partie-là et mettre juste les deux points, et puis continuer à fonctionner. Donc, si je remets ici à false, on peut arriver donc à saisir. Donc c'est une autre façon aussi de raccourcir les propriétés. On peut binder toutes les attributs d'une propriété. On peut binder les classes et on peut avoir également parfois il peut nous arriver que nous ayons des classes, une partie du classe, des classes ici qu'on ne bind pas. Supposons que nous ayons un padding. Là, je suis pas en Tailwind, mais supposons que j'ai une partie style ici qui permet de faire un padding, par exemple, de 10 pixels vers en haut et bas, et puis 20 pixels comme ceci.
Voilà, je peux faire ça. Hop, on voit bien que la partie elle est là. Et également, je peux avoir un autre style qui va être lui comme ceci, qui va être, supposons que un autre objet en fait du même, sauf que celui-là, il est dynamique et il va override celui-là s'il y a des propriétés qui s'y ressemblent. Donc on peut également faire ici un padding de quelque chose et checker. Donc si je vais en abuser un petit peu juste pour voir. Donc on voit bien que ça override l'autre partie qu'on a bien définie par le passé. Donc on voit bien que c'est uniquement le style 30 qui est là. Par contre, si je fais un margin par exemple, les deux vont rester. Margin, il me semble que c'est comme ça. Donc on voit bien que le padding et le margin ont été mergés les deux. Il y a donc une conversion et un merge qui est fait. Donc on peut appliquer cela sur les classes, surtout sur les attributs en général, tous les attributs en général, et puis donc les props également qu'on verra par la suite. Donc, supposons que nous ayons également, je vais enlever la deuxième partie du style ici pour simplifier, supposons que nous ayons tout un tas d'éléments ici, d'attributs qu'on veut binder au niveau de notre élément input, de notre élément HTML. Ce qu'on peut faire également, on peut mettre ici input, par exemple, attribute, et puis on peut mettre ici tout ce qu'on a mis à cet endroit-là. Tout ce qu'on a mis à cet endroit-là et donc binder ça directement en une seule fois pour pouvoir aller plus vite. Donc on peut faire un bind, un vbind des attributs ici. Voilà, c'est une écriture plus courte si on a des données, si on a un objet plus dynamique ou qui passe par des computed ou quelque chose comme ça. Donc si je reviens donc au niveau de l'inspecteur à cet endroit-là, j'ai donc notre input ici qui a donc le type texte ici, le style padding et tout ça bien comme il faut. Si je remets le disabled ici par exemple à true, il sera désactivé, donc j'arrive pas à cliquer. Donc on a vu également, donc on peut faire un bind, soit on bind un élément par élément et puis on donne les valeurs, soit on peut binder également tout un tas d'éléments et puis un objet et passer cela. Cela est valable également par les styles. Les styles également, on aurait pu faire ceci, écrire les styles comme ceci et faire un padding ici par exemple. Padding, quelque chose comme ça, un margin, quelque chose comme ça. Et puis là, on aurait pu rajouter ici également un placeholder. Un placeholder, enter a name par exemple. Et voilà. Donc on voit bien qu'il y a tout ça qui est tenu en compte. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant à voir et ça nous permet également d'écrire une syntaxe, d'être à l'aise au niveau de la syntaxe Vue.js. Et donc, nous avons vu la partie if, nous avons vu comment binder les éléments au niveau des attributs, au niveau des inputs, au niveau de nos éléments HTML de façon générale. Ce qu'on peut également voir, c'est les for. Les for, par exemple, supposons que nous ayons une liste ici d'éléments et qu'on veut les afficher ici, donc comme l'éditeur ici me propose, pour afficher des éléments en liste, il faut les écrire de cette façon-là. Je vais juste décortiquer ceci. Donc, on écrit vfor. En général, les instructions en Vue.js commencent par v quelque chose. On a vu ici les vbind et on a vu également les vif, les velse. Le vfor ici permet donc de parcourir. On aurait pu avoir une liste d'éléments ici, items. Items ici, qu'on aurait pu avoir, je sais pas. Fruits, je sais pas s'il va m'auto-compléter. Voilà, supposons que nous avons donc banane, orange et pomme. Donc si je parcours ces éléments-là, les fruits, et donc on a donc pour chaque fruit ici, on va donc afficher ici. Alors il faut faire attention, c'est que ici à l'intérieur c'est un objet, donc mais on va voir à cet endroit-là. Donc fruits. Ici, hop, c'est j'avais mal écrit, c'est fruits.
Donc si j'affiche ici, on voit bien les objets à cet endroit-là. Le V-key ici permet donc de différencier un élément par rapport à un autre. Imaginons que nous ayons ici deux éléments qui se ressemblent. Alors là, c'est un objet, il arrive bien à s'en sortir, mais vu que c'est pas la même instance, le même élément, il arrive bien à différencier à travers l'instance, mais imaginons que parfois nous ayons un entier, donc ça va être un petit peu confus. Dans ces cas-là, il faudrait donc rajouter ici un index, ou alors s'il y a une clé ici qui permet donc de différencier ces éléments-là, par exemple un ID ou quelque chose, et donc l'utiliser au niveau de notre key ici pour différencier l'élément par rapport à un autre, pour permettre le tracking des éléments et l'affichage. Donc nous avons ceci. J'aurais pu également les faire ceci comme name et faire deux points price par exemple. Donc on a banane et ça. Et sinon également ce qu'on peut faire c'est de faire une déstructuration de l'objet ici. Nous pouvons faire name ici et price directement. Et donc au niveau des valeurs ici, et comment utiliser donc les valeurs. Donc on voit bien que c'est exactement pareil. Il y a pas mal de choses à voir là, à ce niveau-là. Et donc ce qu'il faut éviter par contre, c'est de mixer entre le v-for et le v-if. Parce que donc c'est le v-if qui évalue en premier. Parfois il peut donc empêcher la boucle de continuer. Ce qu'il faudrait donc faire si on arrive dans certains cas, supposons que nous ayons ici actif, je sais pas, actif true. Et un autre actif à false, supposons. Hop. Supposons que nous ayons ça, actif à false, et que donc à cet endroit-là, on teste donc si l'élément il est actif. Il est actif ici. Donc si on fait un VIF actif, on risque de... Donc là on voit bien qu'il nous dit que les fruits, variable inside v-for should be replaced by computed properties. Donc on doit enlever cette partie-là parce qu'on mixe l'affichage d'un élément par rapport à la condition ici. Donc ce qu'on pourrait faire également, c'est de faire plutôt un template par-dessus. Dans ces cas-là, c'est juste un cas spécifique. On aura l'occasion de voir ça dans les prochaines vidéos. Et donc c'est de faire ici quelque chose comme ceci. Un v-for, on peut donc ramener notre boucle ici qui est là, comme ceci. Prendre tout ce qui est là, le remettre dans la partie template et puis donc migrer cette partie-là à l'intérieur. Maintenant, chaque élément dépendra donc, l'affichage de chaque élément dépendra donc de lui-même en fait et pas de l'ensemble ici des boucles. Donc si je reviens ici, on voit bien que les éléments sont affichés. Si je reviens, tac, ici, on voit bien qu'il n'y a que les deux éléments qui sont là. Et donc ça n'empêche pas les autres. Et donc la partie template ici, elle n'est pas affichée au niveau de l'interface ici. On voit bien que c'est juste le UL et le LI qui sont là. Donc c'est une autre façon de faire les choses. Également, au lieu de faire un VIF, en fait, quand la différence, il y a une autre propriété qui s'appelle le VShow, ici, qui permet donc, celui-là, il permet de faire un affichage directement et non Alors, le VShow et le VIF, la différence c'est que le VIF, l'élément n'est pas mis dans le DOM en fait du navigateur, dans l'arborescence ici, alors que le VShow, c'est juste que l'élément il est présent, mais sauf qu'il est en display none, display none ou hidden. Donc si je viens ici, je regarde, on a donc un display none ici, pour ces deux éléments qui ne sont pas actifs. On voit bien qu'ils sont là. Si j'enlève ici, supposons celui-là, on voit bien qu'il sera affiché ici. Donc ça, c'est la différence entre le VShow et VIF. Je peux faire ça. Et donc, ça, c'est pour le VIF. On voit bien que les deux éléments ne sont pas là. Par contre, on voit bien qu'ils étaient en commentaire ici. Très bien.
Donc nous avons vu donc ces directives là, ça s'appelle des directives qu'on peut nous-mêmes introduire plus tard. Si je souhaite également, alors la partie script ici, on peut l'écrire également comme en composition API. J'ai juste à sortir ces éléments là et de les mettre depuis la racine, et puis ça aussi, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, les sortir et mettre en computed également. Donc ça, c'est pour éviter de complexifier les choses. C'est la version la plus abordable. Dans les prochaines, nous allons commencer à introduire de plus en plus la composition API. Donc ça permet à certaines donc d'être un peu plus à l'aise sur cette partie-là. Donc je pense qu'on a fait le tour ici. Nous avons vu les VIF, les VELSE, les conditions. Nous avons vu l'affichage des boucles ici, l'affichage des éléments, et puis binder les éléments, et également l'affichage des valeurs ici des données. Donc on a vu tout ceci. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour commencer à construire quelque chose de plus élaboré dans les prochaines vidéos. On se retrouve donc à la prochaine. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me dire en commentaire ce qui est amélioré dans ces tutos-là. On se retrouve à la prochaine. Ciao.